On s'est dit, si on arrive techniquement à faire des robots qui grimpent, là, on a quelque chose qui est un vrai changement, qui est disruptif sur ce marché-là, et ça vaut le coup qu'on fonde notre startup. Bonjour Renaud Heitz. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CTO, responsable technique, c'est comme ça qu'on dit, Oui. de Exotech, entreprise basée dans le nord de la France, spécialiste de la robotique industrielle. On vous a présenté à une époque comme la première licorne française industrielle. Alors on va parler avec vous des avancées en matière de robotique industrielle. Il se passe beaucoup de choses dans ce domaine et c'est assez étonnant. On ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière le clic que nous faisons sur le site de e-commerce. Mais d'abord, présentez-nous un petit peu votre entreprise. Donc vous êtes basé dans les Hauts-de-France. Absolument, on est basé à Lille, juste à côté de Lille, et donc on fait des robots, et ces robots vont servir aux gens qui font de la logistique. Ça peut être de la logistique pour le retail, pour les magasins, ça peut être de la logistique de e-commerce, et le but c'est d'aider ces entrepôts, d'être un bon outil pour pouvoir faire des commandes de façon plus efficace, dans un endroit plus restreint et plus rapidement. Alors quand on dit des robots, ce sont ces petits robots qu'on a déjà vus dans des reportages, qui ressemblent un peu à des aspirateurs robots et qui vont notamment soulever des palettes, c'est ça ? Alors, quasiment. Donc, effectivement, ce sont comme des petites voitures autonomes. Donc, il faut s'imaginer quelque chose qui fait à peu près 60 cm par 60 cm. C'est plutôt compact, c'est plutôt petit. C'est capable d'aller vite. Ça va à la vitesse de quelqu'un qui court, quasiment 20 km/h. Ça navigue dans les entrepôts en roulant au sol. Mais la grande particularité de ce qu'on a fait, c'est que c'est capable de grimper. Et ça, c'est à peu près unique au monde. On a des robots qui, une fois qu'ils sont déplacés au bon endroit, vont grimper sur l'étagère pour aller récupérer le bon bac qui contient le bon article dont la logistique a besoin. Alors là, comme on n'a pas l'image, il faut que vous nous expliquiez comment un robot qui roule peut grimper un escalier. J'ai le droit de mimer avec les mains ou Vous pouvez tenter le coup, mais il va surtout falloir le mimer avec des mots. Ok, donc le robot il se déplace, il a deux roues qui sont motrices. On appelle ça une cinématique différentielle. Les roues gauche et les roues droite peuvent aller à des vitesses différentes pour tourner, un peu comme un char. Et ensuite, quand le robot va vouloir grimper, il va sortir des pignons qui vont s'accrocher à une chaîne sur les étagères. Et donc là, des moteurs vont se mettre en route qui va permettre au robot de s'élever. Et il peut s'élever jusqu'à 12 mètres de haut. Donc on peut vraiment avoir des étagères très hautes. C'est ça qui va faire un gain énorme de densité à l'intérieur de l'entrepôt. Il va arriver jusqu'à la bonne hauteur de la caisse qu'il doit prendre, sortir ce qu'on appelle une fourche, une sorte de bras sur lequel il va agripper le bac, le mettre sur son dos. Je redescends, je roule et j'arrive à l'opérateur pour lui présenter dans le bon ordre les références dont il y a besoin pour faire la logistique. Alors c'est ça qui fait votre caractéristique, c'est cette avancée technologique sur ce type de robot, parce que Amazon, pour ne pas le nommer, a beaucoup communiqué sur ce qui se passait dans ses entrepôts. On voit tous ces petits robots qui transportent des palettes. Donc l'histoire d'Amazon, c'est intéressant d'en parler parce que ça a été un petit peu le déclic qui nous a fait nous lancer avec Romain, le deuxième cofondateur. On est passionné de robots, on a fait notre carrière dans différentes industries, logistique mais aussi médicale autour de la robotique. Et on avait vu en 2012 Amazon qui a du coup racheté une start-up de robotique qui s'appelait Kiva à l'époque, qui vient du MIT à Boston. Et c'est des robots 2D, des robots qui roulent au sol, qui sont capables, comme vous l'avez dit, de prendre une palette, de prendre une étagère et de la rapporter à un endroit. Et Amazon a commencé à le déployer massivement et on s'est dit là, il y a un déclic technologique qui est vraiment qui est utilisé par Amazon comme un avantage pour les clients finaux. Ça permet d'avoir plus de références à proposer, ça permet de faire des commandes plus rapides. On s'est dit waouh, ils ont une super idée. Est-ce que nous on pourrait faire mieux? À ce moment-là, on travaillait à Buc chez General Electric, c'est à côté de Versailles, et on prenait le bus tous les soirs pour rentrer à Paris, donc on avait un petit peu de temps. Et on a commencé à phosphorer et justement, ce qui est arrivé, c'est on arrive à faire mieux si on est capable de faire des robots qui grimpent. Parce que si les robots grimpent, alors dans ces cas-là, on est beaucoup plus dense. Dans l'entrepôt, on peut mettre beaucoup plus de références. Ou si je le vois dans l'autre sens, ce qui est plus positif, pour un certain nombre de références, je peux faire un entrepôt plus petit. Et donc, on s'est dit, si on arrive techniquement à faire des robots qui grimpent, là, on a quelque chose qui est un vrai changement, qui est disruptif sur ce marché-là, et ça vaut le coup qu'on fonde notre startup. Alors vous y êtes arrivé ? Et oui, ça a pris un petit peu de temps, mais donc on s'est lancé fin 2015 à faire un petit peu des grabouillis, des schémas dans différents sens. Et là, on a fait deux choses en parallèle. La première, c'était quand même de valider que notre idée, c'était pas une élucubration d'ingénieurs et qu'il y avait un vrai intérêt. Donc on a fait un peu comme les compagnons du devoir, une sorte de tour de France des entrepôts. On allait voir des premiers entrepôts qui nous conseillaient, leurs collègues, leurs amis, etc. On allait en voir d'autres où on présentait le concept pour dire si ce concept-là, on arrive à le mettre en place, est-ce que vraiment ça vous intéresse, est-ce que vraiment ça s'insère chez vous? Et globalement, les réponses ont été
plutôt unanime de oui, on est sur une industrie de la logistique qui est en train de s'industrialiser, où on a besoin d'avoir des bons outils, et le fait de faire de la 3D, c'est une vraie différence parce que ça permet d'aller plus vite et ça permet à nouveau d'être plus dense. Donc là, ensuite, on est revenu dans un mode un peu plus R&D, sur une toute petite équipe, à ce moment-là, on était 6, à commencer à passer, je dirais, de croquis un peu abstraits à donc un robot, globalement, c'est le mariage de 3 grandes technologies, la mécanique, électrique et software. Donc mécanique, on dessine, nous, en utilisant SolidWorks. Là, on est en train d'utiliser Onshape, donc des logiciels de dessin 3D avancés pour dessiner les différentes pièces. Électrique, c'est tout ce qui est la gestion de l'énergie, donc avoir des batteries, système de recharge, etc. Et la capacité de calcul. Donc il doit y avoir une sorte de petit cerveau embarqué, des microprocesseurs qui sont à l'intérieur du robot, qui lui permettent de choisir ses trajectoires et de les exécuter. Et le troisième bout, ça va être le logiciel, donc des ingénieurs logiciels pour faire le logiciel embarqué, donc c'est la capacité du robot à être autonome. Et ensuite, le logiciel qui va au-dessus, qui est un logiciel, on pourrait appeler ça de supervision, qui va plus se rapprocher de l'intelligence artificielle, sur tout ce qui est les choix décisionnels, quel robot fait quelle mission dans quel ordre, en passant par quel chemin. Donc tout plein de choix possibles. Quand on mélange tous ces choix, ça fait une complexité, enfin c'est exponentiel en termes de capacité. Et là, après, il faut que l'algorithme trouve en temps réel la bonne solution. Alors, vos robots, on les trouve où aujourd'hui? Où est-ce qu'ils sont utilisés? Donc le premier client qui nous a fait confiance, donc c'était 9 mois après qu'on ait lancé Exotech, c'est Cdiscount. Donc Cdiscount, très grand e-commerçant français, mais pas que en France, et sur lequel qui nous a acheté une solution basée à Bordeaux, donc à Cestas précisément. C'était à ce moment-là une toute petite solution avec 2000 bacs, 8 robots. C'est vraiment, je crois, le plus petit qu'on ait jamais fait. Maintenant, les plus grands systèmes qu'on ait fait, si on prend un autre exemple, on en a vendu au Japon pour Uniqlo ou avec des entrepôts dans lesquels il y a 450 robots et plusieurs centaines de milliers de bacs. Donc vous êtes aujourd'hui une entreprise mondiale, enfin dont on trouve les produits dans le monde entier. Alors les deux, on est une entreprise, je dirais notre cœur est toujours en France, la conception, la R&D est basée en France à côté de Lille, la production de nos robots sur nos lignes de manufacturing qu'on gère en interne, d'où cette vraie identité industrielle, pareil, juste à côté de Lille. Mais par contre, on est très fiers d'exporter la technologie qu'on a créée. Donc oui, on a 4 centres de distribution, de partenariat avec nos clients. On en a un qui est à Tokyo. Donc c'est là, par exemple, on a géré le partenariat avec Uniqlo. C'était un peu pourtant le pays du robot, la capitale du robot, le Japon. Tout à fait. Ça a été, je dirais, au-delà d'une fierté, ça a été une surprise. Nous, notre stratégie, quand on l'avait écrit, c'est toujours un peu théorique, mais c'était l'Europe. Dans un deuxième temps, les États-Unis. Dans un troisième temps, Asie. Et c'était en 2000, que je dise pas de bêtises, en 2019, on était au Logimat à Stuttgart, c'est le salon de l'équipement pour la logistique. Et donc, très fièrement, on avait un petit stand à l'entrée où on présentait notre nouvelle technologie parce que on l'a déployée en 2017, donc elle avait tout juste 2 ans, la technologie. Donc on la présente et là, on a des Japonais qui viennent voir, qui prennent pas mal de photos, qui regardent, qui posent des questions d'abord très techniques, puis un petit peu plus, je dirais, d'usage. Et puis au bout d'un moment, ils nous disent ça, c'est la technologie qu'il nous faut. On a besoin d'une technologie qui soit efficace en rapidité, efficace en densité et qui est flexible. Je peux rajouter des robots, je peux en enlever. C'est le produit dont on a besoin et ça n'existe pas au Japon. Est-ce que vous êtes capable de faire des entrepôts au Japon ? La réponse n'était pas facile parce que la vérité, c'est qu'à ce moment-là, on n'était pas prêt. Mais bon, on leur a dit pas tout de suite, mais bientôt. De quoi est-ce que vous auriez besoin ? Et donc là, on a vu 2 entrepôts de 450 robots. Je pense qu'à l'époque, c'était plus que quasiment toute la production cumulée qu'on avait fait depuis le début d'Exotech. Donc, il nous a fallu un petit peu de temps. On a fait un premier entrepôt à Roosendaal en Hollande avec eux, je dirais, pour apprendre à travailler avec eux, vérifier qu'ils étaient vraiment sérieux dans leurs intentions. Et ils l'étaient. Et donc, en 2020, on a changé nos plans et au lieu d'aller aux États-Unis, on a été s'installer au Japon, créer une filiale, embaucher des équipes dans les deux sens, envoyer des Français, je dirais, un peu sachants là-bas pour former, mais aussi embaucher des Japonais qu'on a fait venir en France pour les former pendant la phase de Covid. Donc, moment un petit peu compliqué. Un peu critique. Mais qui a été un succès et qui a permis de déployer ça au Japon. On dit souvent que en matière de robotique, les Japonais ont une avance, les Américains sont pas mauvais en termes de production massive de type de machines de ce genre, mais que les Français ont un savoir-faire, des ingénieurs, des mathématiciens. Est-ce que vous confirmez ça ? Complètement. Je pense qu'en France, on a vraiment les compétences clés pour être capable de faire des robots. Il y a un côté très pluridisciplinaire, ce que je disais, Mecha et Like Software, mais le tout est basé par, la plupart du temps, une modélisation. Et donc cette modélisation, ça va faire appel à des maths. Et c'est vrai que les ingénieurs français sont, pour l'immense majorité, passés par des prépas qui les ont formés pour travailler sur du conceptuel, sur de la modélisation, sur des maths. Et donc on arrive vraiment à trouver des ingénieurs qui sont à l'aise sur ces métiers-là, qui arrivent à en comprendre, je dirais, un peu la largeur de toutes ces briques qui doivent bien se
marier les unes avec les autres, mais aussi qui arrivent à aller en profondeur pour trouver le meilleur design, le meilleur algo, etc. pour réussir à être performant. Mais est-ce qu'ils sont reconnus à leur juste valeur en France par les entreprises françaises? Alors il y a vous, bien sûr, qui devez faire appel à ce type de talent, mais on sait qu'ils intéressent beaucoup aussi les entreprises étrangères, peut-être plus même. Donc oui, je pense qu'il y a effectivement au niveau mondial, les ingénieurs français sont reconnus, notamment aux États-Unis où ils sont énormément appelés dans des startups, dans des grands groupes industriels, des Google ou des gens comme ça qui se lancent aussi dans de la robotique. Je pense malgré tout qu'en France, il y a quelque chose qui est en train de se développer. Et je pense, voilà, effectivement, on est assez fiers avec Exotech de montrer que c'est possible en France de faire de la startup qui réussit autour de l'industrie, autour de la tech, pas seulement software, parce que ça, il y en a déjà beaucoup, mais aussi autour du hardware, aussi autour d'un produit qu'on peut toucher. Et je pense que, je dirais, autour de nous, dans notre sillage, ça continue à grandir. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses. Il y a aussi des grands groupes. Moi, j'ai fait de la robotique, par exemple, pour General Electric, avant, basé en France, centre de R&D en France, sur du médical. Donc, il y a quand même, je pense, des vraies carrières sympathiques pour des ingénieurs qui veulent s'amuser autour des hautes technologies en France. Alors, vos robots chez Exotech, aujourd'hui, il n'y a pas que ces petits appareils qui transportent les palettes et qui montent les marches, je crois. Alors, au départ, on s'est lancé vraiment dans cette technologie des robots 3D. Et ce qu'on a vu rapidement en faisant des projets avec nos clients, c'est qu'ils voulaient un entrepôt complet. Donc un entrepôt, c'est assez facile à modéliser. Ça commence par des camions qui arrivent, qui vont décharger du matériel. On les stocke et au moment où on en a besoin, pour réapprovisionner une pharmacie, un garage, un magasin, du e-commerce, on va les sortir. Donc ça, c'est la porte de sortie, on a les expéditions. Et entre les deux, c'est un petit peu notre terrain de jeu sur lequel on peut proposer des solutions, inventer, innover. Donc le cœur, ça reste nos robots 3D, donc on appelle les Skypod, mais on a enrichi la gamme produit ces dernières années. On a notamment ce qu'on appelle du convoyeur modulaire intelligent. Pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble un peu à ce qu'on voit dans les gares qui amènent les bagages, donc des espèces de petits tapis roulants, mais par contre qui vont avoir une capacité de tri, donc de bifurquer à n'importe quel instant. On suit les charges, elles sont tracées et ensuite du coup on peut les emmener au bon endroit au bon moment. Donc ça, c'est une innovation plus hardware, plus industrielle. D'accord. Et si je prends plus sur la partie software, on a sorti un logiciel qui s'appelle Deep Sky, qui permet justement de planifier l'exécution des tâches sur l'ensemble de l'entrepôt, y compris sur des morceaux qu'on n'aurait pas fournis. C'est-à-dire parfois, il y a des morceaux existants dans les entrepôts. Là, on peut les piloter avec ça. Aujourd'hui, dans un entrepôt équipé de vos robots, finalement, l'homme fait quoi? Il en reste? Il reste des humains et ça nous va très bien. On n'est pas du tout dans une vision de sortir les humains, on est dans une vision de leur donner les bons outils. Ouais. D'accord, c'est un peu la même chose que quand vous me dites, quand on m'a donné une perceuse, est-ce que je dois toujours faire quelque chose pour faire un trou dans mon mur? Oui, mais simplement vous n'y allez pas en tournant une petite poignée. Donc là, les robots sont là pour exécuter d'abord l'ordonnancement qui a été fait par des chefs d'équipe logistique, donc ils vont choisir comment les opérations vont s'effectuer. Et ensuite, les robots vont apporter des bacs aux opérateurs qui vont être capables de manipuler les articles sur certaines familles. Il y en a d'autres qui vont être prises automatiquement. Pareil, sur de la palettisation, par exemple, les charges lourdes vont pouvoir être prises par des robots. Par contre, le fait ensuite de trier les palettes en fonction des camions, ça peut être fait par des humains. Donc, ça va être un mix de tâches entre des choses faites par des humains et des choses faites par des robots, en essayant de laisser aux robots tout ce qui est, je dirais, pénible et tout ce qui peut être dangereux et dangereux même sur le long terme. Dites-moi, il n'y a jamais d'accident, alors pas forcément des accidents graves, mais des robots qui se plantent, des défaillances, des palettes qui s'écroulent, des choses comme ça? Donc, il n'y a jamais de défaillance, on va dire, qui implique des accidents pour des humains, au sens qu'ils blessent quelqu'un. Ça, on n'en a jamais eu. Et ça fait partie des choses auxquelles on fait très attention. Quand on fait du matériel, on est soumis à des normes. Donc, nous, ça s'appelle la directive machine. On a la chance d'avoir une norme qui est européenne, donc qui est harmonisée sur toute l'Europe. Donc, en respectant cette norme, on peut vendre partout en Europe. Et ça impose des analyses de risque pour vérifier qu'on n'est pas dangereux pour les humains. En revanche, par contre, des défaillances matérielles, un peu comme une voiture qui crèverait un pneu, oui. Ça, c'est des choses qui arrivent. Peut-être les plus fréquentes, c'est typiquement un article, par exemple, s'il n'a pas été bien mis dans le bac, il peut tomber. Du coup, un robot va rouler dessus et du coup, il peut sortir, par exemple, de sa trajectoire. Ça, c'est des choses qui arrivent. Et pour aider les clients dans ce genre de cas, on a bâti donc à Lille ce qu'on appelle un control center. Je sais pas si vous avez les images de Cap Canaveral dans mission Apollo, là où on voit « Allô Houston, j'ai un problème ». C'est un peu la même chose. Tous nos robots sont connectés en temps réel à cette grande salle. Donc cette salle, elle est un peu plus grande qu'ici. Elle doit faire 3 fois la taille d'ici, avec des écrans qui sont partout sur les murs. Ça fait 30-40 mètres carrés, quoi, c'est ça. Il y a en permanence 2-3 personnes à l'intérieur, tous les jours, toutes les nuits, tous les week-ends. Et donc, sur les murs, on voit apparaître des alertes. Donc, s'il y a un robot qui, typiquement, est sorti de sa trajectoire parce qu'il a glissé sur quelque chose, il va demander à être pris en manuel par un opérateur à distance, qui, du coup, va vérifier ce qui se passe autour, isoler le problème, refaire partir le robot, ou si le robot s'est pris un choc,
isoler le robot pour que le système continue à tourner avec l'ensemble des autres robots présents. Donc vous avez la main en permanence à distance sur tous vos robots dans le monde. Alors, on a la surveillance en permanence et s'il y a une alerte, on prend la main. Absolument. Et pourquoi est-ce que ça ne se fait pas localement au niveau des entreprises qui exploitent ces robots ? Parce que des alertes, heureusement, on en a peu. Donc, le fait d'avoir des gens qui soient en permanence, je dirais, au service de ces flottes-là, il vaut mieux les mutualiser. Là, on a 2 personnes, par exemple, 2 ou 3 personnes en permanence en Europe qui vont gérer quelque chose comme 4000 ou 5000 robots. Si on le faisait pour une installation qui avait 40, ce serait dommage de mobiliser quelqu'un pour intervenir une fois toutes les 10 heures. Ouais. Est-ce que les entreprises françaises, notamment, sont aujourd'hui plus enclines à utiliser des robots? Est-ce qu'elles adoptent plus facilement les robots? On dit qu'à un moment, il y avait quand même un peu de réticence ou de désintérêt finalement par rapport à d'autres pays, notamment d'autres pays européens comme l'Allemagne. Alors, on le voit parce donc maintenant en Europe, on commence à vendre à différents endroits. Effectivement, je pense que des pays autour de Belgique, Hollande, Danemark, Allemagne sont plutôt plus avancés culturellement, où c'est un réflexe naturel d'utiliser le bon outil et le meilleur outil disponible technologiquement sur le marché. Et donc les robots en font partie et ils l'utilisent depuis, je pense, plus longtemps que la France. Pour autant, sur la logistique, et notamment à nouveau du fait d'Amazon. Amazon a mis la barre super haut en disant « je fais des commandes sur lesquelles je me trompe pas, sur lesquelles vous avez droit à un choix parmi plein d'articles, et en plus ça arrivera le lendemain ». Et quand on veut faire ça, qu'on soit français, qu'on soit allemand, il n'y a pas le choix, on peut pas le faire en poussant des caddies et en cochant des listes de courses sur des papiers avec un crayon. Donc il faut passer à un outil industriel un peu plus évolué pour y arriver, ce qui fait que cette transformation, même en France, elle est vraiment en train de s'opérer un peu partout. On parle bien, votre spécialité reste ce qu'on appelle le retail, donc la distribution, la vente. Vous n'allez pas sur d'autres secteurs industriels. Alors, on va avoir, je dirais, trois ou quatre grandes catégories. Le retail le plus classique, effectivement, c'est réapprovisionner des magasins, des pharmacies, des garages. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait énormément. Avec Uniqlo, je l'ai cité au Japon, avec Decathlon en Europe, par exemple. En deuxième, on va avoir tout ce qui est alimentaire autour des supermarchés. Donc là, par exemple, on travaille pour Carrefour, on travaille pour Leclerc, soit pour réapprovisionner du magasin, soit pour réapprovisionner du drive, ce qu'ils appellent du click and collect ou même de la livraison à domicile. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, ça peut être du e-commerce pur. Donc là, c'est typiquement un Cdiscount. Vous faites une commande, vous êtes livré à la maison, le style Amazon. Et le quatrième qu'on peut avoir, c'est l'industrie, où l'industrie aussi est en train de s'y mettre, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, donc l'industrie qui s'équipe avec de la haute technologie, où là, on va faire typiquement le magasin d'une ligne de production. Donc une ligne de production, pour tourner, elle a besoin de pièces. Et donc, ces pièces peuvent être stockées dans un système Skypod. Et pour la petite anecdote, c'est ce qu'on fait chez nous. Donc nous, notre ligne de production, le magasin de la ligne est fait avec notre propre système. D'accord. Il y a quel pourcentage aujourd'hui d'entrepôts qui sont équipés, qui sont robotisés? Il y en a encore qui ne le sont pas? Oui, il y en a encore qui ne le sont pas. Beaucoup des projets qu'on fait sont des entrepôts qui sont en transition, où ils faisaient des opérations en manuel, à nouveau pousser un caddie à je veux utiliser des solutions, donc les bons outils et donc des solutions robotisées. Alors le pourcentage, j'aurais du mal à avoir un chiffre précis. Je pense que ça peut être encore aux alentours de la moitié, quelque chose comme ça. Oui, vous avez de belles perspectives devant vous, alors. Ouais, il y a encore pas mal de choses. Et les avancées futures qu'on peut attendre, c'est quoi? Qu'est-ce que les robots feront de plus? Parce que là, on parle de robots qui sont donc essentiellement des machines qui ne ressemblent pas du tout à l'être humain. Est-ce que la piste du robot humanoïde, comme semble l'entrevoir Tesla notamment, ça a un sens pour vous? Alors à nouveau, pour moi, un robot, c'est pas plus qu'un outil. Il faut trouver le bon design, la bonne forme de l'outil pour réussir à faire une tâche. L'humain, c'est une forme. Si je regarde vraiment notre squelette, c'est une forme qui est formidable pour être multitâche. Donc être capable, aussi bien d'être capable de monter au 6e étage comme j'ai fait pour venir chez vous, que de porter une caisse, que de manger à table en étant assis, que de monter dans un train. Et on arrive vraiment à faire beaucoup plus efficace en termes d'énergie, efficace en termes de performance, efficace en termes de prix, si on fait des machines qui sont un peu plus dédiées pour une catégorie de tâches. Donc là, typiquement, si on devait faire un humanoïde, dans notre cadre en logistique, qui porte et qui monte jusqu'à 12 mètres de haut, je pense que vous le savez comme moi, à moins que vous soyez champion d'escalade, monter à 12 mètres, c'est pas facile. Ça va être compliqué. Avec un squelette. Alors que par contre, avec la forme qu'on a donnée au robot, un peu plus rectangle, avec des crémaillères qui tournent, là, on a quelque chose qui est vraiment efficace, qui est vraiment compact à monter. Donc non, moi je suis pas persuadé que l'humanoïde, à part dans des cas, je dirais un petit peu spectacle, quand on a quelqu'un à l'accueil d'un magasin, un robot qui vous dit bienvenue, ça fait un peu joli, mais quand on veut vraiment faire une tâche qui aide les humains comme un outil, là je pense qu'il vaut bien mieux faire la forme, le design qui correspond à la tâche à résoudre. Et le robot à la maison, vous y pensez? C'est des choses des pistes qui vous intéressent?
Alors, en termes de culture de lecture, oui. En termes d'exotech, c'est déjà vachement difficile de faire le robot parfait pour l'intérieur de l'entrepôt. Donc, on reste complètement concentré là-dessus, au moins pour les 5 ans à venir. Mais oui, je pense que dans la maison, on le voit avec des évolutions. Est-ce qu'un Magimix, est-ce que toutes ces choses-là, là, qui aident par exemple à cuisiner, ça tend légèrement vers un robot, mais en restant proche d'une machine. Ensuite, il peut y en avoir d'autres. Mais pour l'instant, le fait d'avoir un robot humanoïde multitâche qui fasse toutes les choses à la maison, je pense que ça ferait des choses beaucoup trop chères, beaucoup trop compliquées. Je pense que c'est pas pour tout de suite. Ouais. Je reviens un instant au fonctionnement même des robots. L'image qu'on en a parfois, c'est celle de machines qui font des trucs formidables. Pas toujours très rapidement. Est-ce que la vitesse est une donnée importante pour ce type d'appareil? Alors, ce qui va compter à la fin, souvent, ça va être je dirais la cadence, c'est-à-dire le nombre d'opérations par seconde qui ont pu être faites. Et parfois, il faut pas chercher la vitesse pure, la vitesse impressionnante où j'ai vu la chose bouger à toute vitesse, mais plutôt, je dirais la frugalité. Si j'arrive à faire un petit mouvement, si mes choses ont bien été organisées, je vais réussir sans aller trop vite à rapidement faire l'office pour lequel j'ai été mis en place. Ensuite, bon, une fois qu'on a fait les mouvements les plus petits, tout a été rapproché, etc. Si j'arrive à aller plus vite, effectivement, je vais pouvoir faire plus de. Nous, on va compter ça en bac par heure ou en cadence. Donc, il va quand même y avoir une recherche de rapidité. Mais on voit de plus en plus qu'il y a une recherche de rapidité et aussi une recherche d'énergie. C'est-à-dire qu'on veut réussir à consommer le moins d'énergie possible pour faire les tâches. Et donc là, sur nos robots, on y a travaillé énormément. Donc, il faut trouver le bon dosage entre les deux. En termes d'énergie, justement, c'est des robots qui ont quelle autonomie? Donc c'est des robots qui sont sur batterie, des robots qui sont purement électriques bien sûr, et qui vont fonctionner avec un cycle de 55 minutes. Je travaille. Au bout de 55 minutes, je me recharge pendant 5 minutes et je reprends ainsi de suite. Ouais, c'est mieux qu'un humain. Hein. Oui, pas sûr, remarquez. Ça mange pas 3 fois par jour, ça mange 24 fois par jour, mais uniquement pendant 5 minutes. Donc après, il faut faire le ratio si on veut comparer. Mais le gros avantage, c'est que ça peut tourner 24 heures sur 24. Bien et sûr. Les robots vont aller à tour de rôle se charger, ce qui fait ça s'arrête jamais en tant qu'entrepôt. Dans un entrepôt, il y a combien de robots exotech? Alors, c'est super variable. On a choisi de faire notre gamme produit un peu comme des briques de Lego. Donc, on a plusieurs briques et chaque entrepôt va choisir combien je mets de briques bleues, combien je mets de briques rouges, etc. Donc, si je prends des chiffres un peu typiques, le premier entrepôt qu'on a fait, qui était l'un des plus petits, c'est 8 robots, 2000 bacs. D'accord. Si je prends des gros entrepôts, 450 robots, 100 000 bacs, et un entrepôt moyen, ce serait une centaine de robots et quelques dizaines de milliers de bacs. Donc c'est assez variable, mais c'est vraiment à chaque fois c'est les mêmes bacs, les mêmes robots, la même techno. Quand vous dites bac, c'est c'est là-dedans qu'on fait tomber le produit qu'on va chercher, c'est ça? Alors oui, des bacs, il y en a deux sortes. Il y a les bacs de stock, donc c'est ceux dans lesquels on a stocké notre marchandise pour la garder jusqu'au moment où un besoin tombe. Et après, il y aura le deuxième bac qui va être le bac d'expédition, celui dans lequel j'aurai mis votre commande spécialement pour vous, qui va me permettre de rassembler les articles, d'arriver au ce qu'on appelle expédition, préparer votre paquet, le mettre sur... Mais c'est le robot qui le met dans le carton ou pas? Alors, ça va dépendre. La plupart du temps, c'est des humains, mais on a sur certaines familles d'articles, parfois, ça peut se robotiser et ça peut arriver que ce soit fait par des bras robotisés. Renaud Heitz, si on détaille point par point, entre le moment où je clique pour valider une commande sur un site marchand et le moment où ça arrive chez moi, ou en tout cas où la commande quitte l'entrepôt, il se passe quoi? Comment ça se passe? Alors, on va essayer de le faire dans l'ordre. Donc, il y a des bouts qui se passent pas chez Exotech et ensuite ça arrivera chez nous. Donc, au départ, vous êtes sur le site internet d'un e-commerçant, d'un retailer. Vous allez passer de son site front, la plupart du temps, à son ERP. D'accord, son ERP, la colonne vertébrale qui gère toute sa supply. L'ERP, c'est tout l'outil de commande, de gestion Exactement, de la commande, etc. C'est l'outil de commande. Ensuite, ça va aller dans son outil logistique qui s'appelle un WMS, Warehouse Management System. Okay. C'est lui qui gère sait l'entrepôt au niveau de l'entreprise où sont gérées les marchandises. Donc là, il va savoir que sur l'entrepôt de Saint-Quentin-Falavier, oui, la marchandise est disponible. Là, ensuite, du WMS, ça va basculer chez Exotech. Donc, ça va aller dans notre logiciel qui s'appelle Deep Sky, qui va recevoir cette commande et qui va avoir comme rôle de l'ordonnancer. Donc, de choisir par quelles étapes successives on va la réaliser. Donc, ça peut être rentrer des articles pour les rendre disponibles, rassembler des articles, faire un carton, le mettre sur une palette d'expédition, le mettre à disposition d'un camion. Là, Exotech a terminé. Deep Sky envoie un statut au client en disant « La palette est prête pour expédition ». Ouais, vous dites
Exotech a terminé comme si ça se faisait en 2 temps 3 mouvements, mais il y a donc toutes ces c'est vrai que je pourrais donner des ordres de grandeur de temps. Ces manipulations. Tout à fait. Donc pour aller toute la phase informatique du début, quand les clients se débrouillent bien, ça peut être de l'ordre de 5-10 minutes. Donc en 5-10 minutes entre votre clic, ça peut arriver jusqu'au système informatique de l'entrepôt d'Exotech. Ensuite, chez Exotech, on a un système de priorisation. Donc si c'est une commande qui est ultra prioritaire, parce que par exemple elle est pour un départ camion qui est imminent, on est capable de la faire globalement en un quart d'heure. Un quart d'heure, tout compris. Un quart d'heure après mon clic? Enfin, après les 10 minutes qui ont suivi mon clic. Exactement. Donc ça, c'est à peu près le temps le plus court. Par contre, si on sait que c'est pour un départ camion qui va être fait dans l'après-midi, etc., dans ces cas-là, ça va être ordonnancé, mis à la bonne heure au bon moment à l'intérieur de l'après-midi. Et là, on est plus de l'ordre de quelques heures. Impressionnant. Ça va être mis comme ça. Et après, il y a toute la chaîne retour. Donc, Exotech a dit que la palette était à disposition. On revient chez l'informatique client qui va organiser la tournée de livraison. Ça va prévenir le site internet qui va vous prévenir, vous, en tant que consommateur, vous serez livré à telle heure. Et tout cela est automatisé, ou presque. Et les flux informatiques, presque à 100%. Les flux informatiques sont automatisés. C'est à l'intérieur de l'entrepôt. On aura et des humains et des machines qui vont ensemble faire la manutention. On sait que chez Amazon, les produits ne sont pas classés de manière très rationnelle. Ils sont un peu mélangés, paraît-il, sur les étagères, parce que il paraît que c'est plus pratique. C'est pareil avec les vôtres, chez vous? Ça, c'est un peu les choses amusantes dans l'optimisation. Parfois, on optimise un peu comme un humain en disant, plus c'est rangé, plus on est efficace. Ouais. Et parfois, on se rend compte en modélisant, en jouant un petit peu avec, que non, c'est pas toujours le plus intuitif qui est toujours le plus efficace. Donc, effectivement, Amazon a fait ce que nous on appelle du random storage, donc du stockage au hasard, en mélangeant un peu toutes les références un peu partout. Ça va avoir plusieurs avantages. Le premier, ça va être la densité. C'est que du coup, on peut vraiment compléter une zone de stockage, un bac, une étagère. S'il reste une petite place, je suis pas obligé de mettre la même référence. Je peux mettre un petit article qui rentre pour combler le trou. Et le deuxième, c'est que ça va équilibrer les flux. Si j'ai mis tous mes Harry Potter 6, mon exemple date d'il y a quelques années, désolé, mais à un endroit, au moment où je vais lancer la campagne, il y aura tout le monde qui va faire la queue, que ce soit des humains ou des robots qui vont faire la queue dans ces 3 lots d'étagères où il y a les Harry Potter. Alors que si au contraire, je les ai répartis un petit peu au hasard dans tout mon stock, je vais répartir mon flux et j'aurai quelque chose de beaucoup plus lisse sur lequel j'arriverai à sortir mes Harry Potter au moment de la sortie promotionnelle. Bien sûr, ça paraît logique. Ça paraît logique quand on l'explique comme ça. Et évidemment, même si ça l'est pas pour l'être humain de manière comme ça intuitive. Si je reçois un grand carton, enfin, je fais une commande et ça arrive parfois. Je commande un rouleau de scotch et ça arrive dans un grand carton. Qu'est-ce qui s'est passé? Le robot s'est trompé ou c'est qu'il y a quelque chose qui a mal marché. C'est pas très logique. Tout à fait. Là, pour le coup, il n'y a pas de choses derrière. Donc, normalement, on essaie toujours de prendre le carton le plus petit possible parce que on veut optimiser les coûts, optimiser le transport, diminuer l'impact écologique de la livraison. Donc, nous, on essaie de plus en plus dans les entrepôts qu'on équipe d'avoir une mesure vraiment dynamique et intelligente du volume de chaque article pour être capable de pas se tromper dans le carton. Souvent, ces choix-là, ils arrivent quand on est sur des bases de données qui donnent les dimensions des articles, qui sont très théoriques et qui sont fausses. Donc, quand il y a des erreurs là-dedans, ça fait des erreurs de carton. Et donc là, de plus en plus, dans les entrepôts qu'on fait, on essaye d'avoir des moyens de mesure pour pas dépendre de ces bases de données, mais de l'avoir constaté par nous-mêmes et du coup ne pas se tromper dans le packaging. Donc ça, c'est des choses qu'on n'avait pas au début d'Exotech, où on s'appuyait complètement sur les données clients et là qu'on est vraiment en train d'améliorer en ce moment. Encore un mot sur Exotech, donc l'entreprise, je l'ai dit, start-up, ex-start-up qui a grandi très vite. Aujourd'hui, combien d'emplois, comment vous vous situez? Je pense que oui, on est sorti de la phase start-up. Ouais. Maintenant, on est 750. Donc partout dans le monde, mais avec quand même plus d'une moitié qui reste à Lille sur toute la conception du produit. Où sont fabriqués vos robots? Donc les robots, ils sont fabriqués. La ligne de production, elle est précisément à Croix, c'est sur le métro juste à côté de Lille. Mmh. Donc c'est production française, conception, production française. Absolument, un produit français. C'est quoi? C'était par volonté ou par opportunité? Les deux à la fois. Volonté parce que je pense que Romain et moi, on est français, on a été formés dans des écoles d'ingénieurs en France et on parce que c'est rare. Enfin, c'est rare. Même si ça redevient un peu plus courant, c'est assez rare. Finalement, tous les produits technologiques sont souvent fabriqués en Chine. Oui, effectivement, c'est pas le plus fréquent, mais je pense qu'on avait cette volonté de créer un produit français fait en France et je dirais un peu rendre à la France parce qu'on avait pu apprendre par exemple pendant nos études. Mais la deuxième chose, il faut pas se le cacher, c'est aussi un côté pragmatique où ça marche bien. Ça marche bien et vous m'avez posé la question juste avant parce que par exemple, on a des très bons ingénieurs en France pour faire cette conception.
parce que aussi, quand on met la conception juste à côté de la production, on est beaucoup plus rapide. Si je conçois ici et je produis en Chine, le temps que je me rende compte que j'ai conçu légèrement de travers, ce qui est systématiquement le cas sur les premières itérations, il va se passer plusieurs mois. Puis ensuite, je vais donner les consignes et je vais réattendre plusieurs mois avant d'avoir la V2, etc. Là, on a vraiment, je dirais, les gens qui conçoivent, les gens qui produisent, qui sont à 50 mètres les uns des autres, qui sont dans la même salle de cantine le midi, etc. Et donc, nos boucles d'innovation, elles sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides. Merci Renaud Heitz, CTO et cofondateur de Exotech. Merci beaucoup.